Alors là, on change de thématique, on va passer au foie, avec également un orateur de grande envergure, Maxime. Voilà, Maxime Renaud, qui travaille à l'hôpital Beaujon, et qui va nous parler de sa vision en fait, du foie en imagerie multimodale intégrée et fonctionnelle. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est véritablement un honneur de venir discuter avec vous cet après-midi. Et en plus, les questions me permettent de meubler la faille technique qui fait que vous avez un écran qui est plus petit que prévu, je suis désolé. Alors, quand Stéphanie m'a proposé de parler d'imagerie multimodale intégrée et fonctionnelle, en prenant l'exemple du foie, je me suis dit que je n'allais pas prendre le parti de vous montrer ce qu'on peut faire en imagerie dans le foie, mais que j'allais prendre l'inverse. J'allais prendre le foie comme une illustration plutôt de ce que peut être l'imagerie multimodale. En essayant de réfléchir avec vous sur ce que cette manière de faire de l'imagerie nous dit de la manière avec laquelle on exerce notre métier de médecin. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la manière avec laquelle cette manière de faire évolue. Alors quand on réfléchit très sommairement sur ce que c'est qu'une imagerie multimodale, au début on pense que le radiologue utilise différentes techniques d'imagerie, que vous connaissez, l'échographie, le scanner, l'IRM. Et d'ailleurs souvent en tant que clinicien, médecin ou chirurgien, on demande une échographie, on demande un scanner. En fait, cette manière de faire, elle oublie déjà une partie plus profonde de ce que c'est que l'imagerie, et que vous avez déjà vu lors de la première présentation, c'est que chacune de ces techniques que vous connaissez, en fait, se ventile, se multiplie par un certain nombre de modalités particulières. On peut faire une échographie de plein de façons, on peut faire un scanner de plein de façons, on peut faire une IRM encore plus de plein de façons. Ce qui fait qu'il faut imaginer que, par exemple, ici c'est le foie, donc je vous ai fait une sélection simplement de ce que pourraient être les échographies ou les scanners ou les IRM du foie. Et chacune de ces façons de faire extrait une certaine quantité d'informations, produit une image, qui est une image artificielle, virtuelle, une carte qui représente quelque chose, une certaine quantité d'informations qu'on a extrait du tissu vivant qui dépasse bien sûr très largement la morphologie pure. Et c'est en ça que c'est une imagerie qui devient fonctionnelle, c'est-à-dire que chacune de ces modalités particulières d'imagerie va extraire différents types d'informations, alors bien sûr de la morphologie, et c'est ce qu'on connaît le plus, et c'est ce qu'on recherche le plus. Il y a un petit peu d'épilepsie aussi du côté de... Mais aussi et surtout des éléments d'information sur la fonction de l'organe, alors par exemple dans le foie la fonction hépatocytaire, et puis bien sûr le métabolisme de cet organe. Et c'est l'intégration de ces différentes modalités, de ces différentes informations obtenues, cette complémentarité-là, cette synergie-là, qui va être nécessaire à l'appréhension du problème. Alors aujourd'hui, où se passe cette intégration, cette fameuse intégration dont on parle de l'imagerie? Pour l'instant, encore, elle se passe dans le cerveau de l'imageur. Et donc c'est lui, disons, qui représente l'activité intégratrice de l'imagerie. C'est lui qui est censé jouer le rôle de collecteur global de toutes ces manières de faire et d'intégrer de façon cognitive cette complémentarité. Mais effectivement, et on en parle depuis tout à l'heure, de plus en plus, cette intégration, elle va se faire en amont. Elle va se faire avant l'intervention cognitive de l'imageur ou de l'équipe qui prend en charge les patients à travers, j'utilise le mot générique de machine, mais ça peut être des robots, ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être du big data, bref, une intégration précognitive qui va effectivement à la fois transformer les informations qu'on obtient, mais les regarder aussi différemment, et c'est à partir de cette intégration précognitive-là qu'on va pouvoir utiliser notre rôle d'imageur. Et de fait, ce rôle va changer. Pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce que, quand même, après tout, nous sommes toujours, bien sûr, des médecins pour répondre à une question clinique. Et c'est, en imagerie hépatique, des questions cliniques qui sont un tout petit peu différentes de celles que se présentent en neurologie, mais finalement pas tellement. On a deux grandes problématiques qui s'offrent à nous. On a les lésions focales, où on demande principalement à la radiologie non seulement de les détecter, mais de les caractériser, c'est-à-dire d'exprimer leur nature de façon le plus non-invasive possible, évidemment. L'avantage du foie par rapport au cerveau, c'est qu'il est beaucoup plus accessible à un prélèvement histologique, à la biopsie percutanée par exemple, ce qui fait que la pression non-invasive sur l'imagerie est moins forte. C'est beaucoup plus compliqué de biopsier le cerveau, ça nécessite d'aller beaucoup plus loin dans la non-invasivité. Pour le foie, c'est un petit peu moins vrai. Et puis, et c'est un champ absolument passionnant de l'activité pathologique, il y a tout le champ des maladies chroniques du foie qui inclut à différents degrés la production et l'accumulation de fibrose, jusqu'à des stades de cirrhose ou d'hypertension portale, bien sûr l'inflammation, la surcharge, que ce soit en fer ou en graisse, et puis bien sûr l'évaluation de la fonction. Et puis il y a un troisième point sur lequel j'aimerais un petit peu insister aussi, c'est évidemment le traitement. Et je pense que, étant donné que je parle à un collège de chirurgiens, c'est quelque chose qui vous parle très fortement.
le rôle de l'imagerie, qu'elle soit dans la planification, dans le guidage ou dans l'évaluation de la manière avec laquelle on fait du traitement. Alors j'aimerais juste prendre les quelques minutes qui vont venir pour donner une illustration de la manière avec laquelle on peut utiliser la multimodalité et l'intégration de l'imagerie pour répondre à un certain nombre de ces questions. Et je vais commencer par vous montrer un peu ce qu'on peut faire en termes de caractérisation des lésions. Et je vais prendre l'exemple de l'IRM. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails de la technique, mais je voudrais juste vous rappeler comment ça fonctionne avec les mains, une IRM, pour que vous compreniez ce que c'est. Et je pense que c'est un très bon exemple parce que l'IRM, c'est déjà une forme en soi d'imagerie intégrée, d'imagerie multimodale, comme vous l'avez très bien vu lors de la présentation précédente. Comment ça marche une IRM? Très simplement, une IRM, c'est une machine qui envoie de l'énergie dans un milieu. En l'occurrence ici, ça va être un patient. Et puis, ce milieu va modifier la manière avec laquelle l'énergie est déposée et l'énergie va revenir ensuite à la machine. La différence entre ce qui a été envoyé et ce qui revient nous permet d'extraire de l'information sur le milieu. Donc, par exemple, d'obtenir des informations ici sur le patient. Mais rappelez-vous que, historiquement parlant, le principe de la résonance magnétique n'est pas un principe d'imagerie. C'est un principe qui est un principe d'analyse de la composition chimique. Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui très largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire, chimique, pétrochimique, comme un des outils majeurs d'analyse chimique, moléculaire d'un milieu. Et donc, ce que l'on fait en envoyant de l'énergie et en écoutant la réponse, on appelle ça une séquence, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a autant de séquences que notre imagination peut en produire. Et chacune de ces séquences, elle est faite pour nous montrer quelque chose dans le milieu. Et ce quelque chose, c'est bien sûr sa forme, mais aussi la présence de certains composés, ou de certaines structures, ou de certaines organisations qu'on a voulu mettre en évidence. Par exemple, on peut imaginer des séquences qui vont être sensibles à la présence de l'eau, ou à la présence de graisse, ou à la présence de sang, ou à la présence de calcium, de fer. Et c'est la manière avec laquelle on va combiner ces différentes séquences pour répondre à une question clinique, qui est déjà une forme, j'allais dire embryonnaire, mais en fait réalisée, d'imagerie multimodale. Donc l'IRM, c'est vraiment l'exemple typique de la manière avec laquelle fonctionne maintenant l'imagerie. Je vous donne un exemple. Ici, une femme de 28 ans qui présente une découverte fortuite, comme c'est souvent le cas chez ces jeunes femmes, d'une lésion focale dans le segment 4 du foie, donc la lésion est ici. Eh bien, on réalise une séquence, un suspense encore plus, on réalise une séquence qui est très sensible à la présence de graisse, et comparant les deux faces de la même image, on voit très bien une chute intense du signal de cette lésion sur l'image de droite, qui nous montre que cette lésion est principalement graisseuse. Alors évidemment, on va l'intégrer avec les autres séquences qui sont réalisées chez cette patiente, mais on peut très rapidement arriver au diagnostic d'adénome hépatocellulaire dans une forme graisseuse. On a un autre exemple ici, avec une nouvelle classe de produits de contraste qui existe depuis maintenant une grosse dizaine d'années, qui sont des produits de contraste qui sont captés par les hépatocytes fonctionnels. Tout ce qui n'est pas hépatocytaire, ou tout ce qui est un hépatocyte qui ne fonctionne pas, ne capte pas le produit. On peut donc, sur une image, voir la nature hépatocytaire ou pas d'une lésion. Et ici, je vous montre deux exemples. En haut, qui pourrait être la même jeune femme que tout à l'heure, et qui présente une lésion, on voit très bien la partie postérieure du foie droit, très hypervasculaire, et qui va capter progressivement ce produit jusqu'à le stocker, beaucoup plus que le foie, ce qui démoigne de sa nature hépatocytaire, et donc on peut arriver facilement au diagnostic d'hyperplasie nodulaire focale. Et puis en bas, un homme de 53 ans qui est porteur d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C, qui présente également une lésion hypervasculaire, mais cette fois-ci, cette lésion ne capte pas le produit de contraste. On peut en déduire que c'est une lésion qui ne possède pas de fonction hépatocytaire, et alors ça confirme le diagnostic de tumeur primitive du foie, en l'occurrence de carcinome hépatocellulaire. Donc c'est véritablement, moi quand j'étais petit, il y avait un jeu auquel je jouais, c'était Qui est-ce ? Il y avait une sorte de tablette avec plein de personnages, des moustaches, des chapeaux, des lunettes. Et au fur et à mesure du jeu, on posait la question à l'autre, est-ce qu'il a des moustaches, est-ce qu'il a des lunettes? Non, oui, on excluait des candidatures. La manière avec laquelle fonctionne l'IRM, la manière avec laquelle fonctionne l'imagerie diagnostique multimodale, c'est ça. C'est à partir de l'infini des possibilités initiales, et utilisant chaque fois des séquences ou des manières particulières de regarder, on exclut des candidatures jusqu'à restreindre l'hypothèse au diagnostic le plus probable. Mais bien sûr, l'IRM ne suffit pas. Ici, c'est l'exemple d'une femme de 48 ans qui a un antécédent de cancer du sein. On lui trouve une lésion focale dans le foie qui est hypervasculaire, ne possède pas les caractéristiques typiques d'une lésion bénigne et pourrait correspondre à une métastase. Ici, l'IRM est prise en défaut. Alors, on pourrait aller à la biopsie. Ou bien, on pourrait injecter une nouvelle manière de regarder ce patient, une nouvelle modalité. Et je vous montre ici l'exemple de l'échographie. L'échographie, c'est une technique importante parce que c'est une technique qui nous apporte un élément fondamental qui est le temps.
c'est une imagerie absolument temps réel. Et ici, on voit que cette lésion est peu visible, mais lorsqu'on injecte du produit de contraste dans la lésion, on voit apparaître la prise de contraste intense, très précoce de cette lésion, qui présente des caractéristiques typiques d'une lésion bénigne. Et ici, c'était également une hyperplasie nodulaire focale. Donc vous voyez, on utilise déjà une première couche d'imagerie qui est déjà multimodale, et on y rajoute ensuite d'autres manières d'analyser, ce qui nous permet d'éviter, encore une fois, le recours à la biopsie invasive. Je vous montre un autre exemple ici, une femme qui avait une grosse soixantaine d'années, on lui découvre une lésion kystique du foie gauche, le scanner évoque la présence d'une lésion kystique, ça pourrait correspondre à un kyste hépatique parfaitement simple, mais l'IRM nous montre que c'est une lésion qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on pouvait croire. Elle montre la présence de septation, de cloison à l'intérieur du kyste. S'agit-il de formes parfaitement séquelaires d'un vieux kyste qui aurait été remanié par une hémorragie? S'agit-il d'une tumeur kystique? Ici, l'IRM avait été prise en défaut. Je vous montre cette fois, encore une fois, son échographie de contraste, et je vous demande de regarder bien cette cloison-là. Si cette cloison se rehausse, si les bulles de contraste pénètrent la cloison, c'est que c'est une tumeur. Si la cloison ne se rehausse pas, alors c'est que c'est une formation, hop, et vous voyez les bulles qui rentrent, bulle par bulle, à la queue leu dans la cloison. On a ici atteint un diagnostic de façon parfaitement multimodale, en utilisant les ressources disponibles par plusieurs modalités d'imagerie. Alors là, c'était des exemples de caractérisation de lésions focales, mais de même que dans le cerveau, on peut approcher très loin la qualité du parenchyme cérébral, et on peut faire un peu la même chose dans le foie. Et maintenant, dans le domaine des hépatopathies chroniques, on a atteint un stade assez mature d'imagerie quantitative qui nous permet, avec une seule et même séquence, très rapide, de produire des cartographies quantitatives de la quantité de foie, de graisse, de la quantité de fer, mais aussi de la quantité de fibrose. Et maintenant, on commence à développer des techniques qui nous permettent non seulement d'évaluer la quantité de graisse, mais la composition chimique. Analyser la quantité d'acides gras insaturés, polyinsaturés, monoinsaturés qui sont stockés dans le foie. Et on sait, par des travaux à la fois animaux et humains préliminaires, que les différents types de composition chimique de la graisse sont très différents et ont des valeurs pronostiques très différentes et permettent par exemple d'identifier des patients qui ont un syndrome métabolique, qui ont une hépatopathie dysmétabolique ou alors une simple surcharge. Et donc, on peut, patient par patient, obtenir des cartes quantitatives, mais aussi obtenir des quantités exactes, au pourcent près, de la quantité de fer, de la quantité de graisse, de la quantité de fibrose. Bien sûr, il n'est pas question de ne plus jamais faire de biopsie, on n'en est pas encore là, mais par exemple pour l'échographie quantitative, dont je vais vous montrer un peu des exemples après, on évalue que l'introduction de cette imagerie quantitative dans la prise en charge des patients en pathologie a fait chuter le nombre de biopsies de plus de 60%. Donc on est vraiment dans une autre manière d'appréhender l'activité diagnostique, où certes l'histologie est encore la technique de référence, mais de plus en plus, elle vient, disons, à part égale avec l'imagerie, en particulier l'imagerie quantitative. Alors ici, ce sont des exemples où on peut évaluer la quantité de stockage de fibrose, de graisse, de fer. On peut aussi avoir des explorations beaucoup plus dynamiques, où ici, avec l'injection du produit de contraste, une acquisition multiphasique rapide nous permet d'extraire des paramètres de volume sanguin, de fonction hépatique, de quantité d'efflux biliaire, etc. Ça, c'est encore un peu du domaine de la recherche. Mais on commence à avoir les premières applications en médecine humaine, et parce que le foie, ça semble un peu idiot de dire ça, mais c'est un organe qui est finalement beaucoup plus difficile à imager que le cerveau. Parce que le cerveau, c'est un organe gentil. Il est très complexe, mais il ne bouge pas. Il est symétrique. Il est dans une boîte osseuse qui n'est pas déformable. Il a une barrière qui sépare le sang du parenchyme. Et il a une entrée artérielle. Donc c'est vraiment, autant il est extrêmement complexe en soi, autant il est gentil avec nous. Alors que le foie, il est peut-être un petit peu moins complexe, mais il est très compliqué. Il bouge, il se déforme, il a 2 apports vasculaires, tout communique. C'est relativement un enfer pour les imageurs. Donc c'est pour ça que ce type de séquence-là ont pris un peu de retard, et on commence à arriver vers cette application-là. Et puis il y a aussi quelque chose qui est maintenant en train de devenir routine, qui est
l'exploration des propriétés viscoélastiques de cet organe, parce que dans cet organe, la pathologie est très très fortement connectée à la dureté ou à la viscosité du milieu, et donc on peut, en utilisant de l'élastographie, eh bien, stimuler le tissu et imager la manière avec laquelle différentes régions du foie sont plus ou moins dures ou plus ou moins molles. Ça, c'est faisable avec l'IRM, mais encore une fois, c'est aussi tout à fait faisable avec l'échographie, qui est souvent considérée un peu comme, pas le parent pauvre, mais un peu mis à part dans les techniques d'imagerie, où on a l'impression que tout a été dit, et en réalité, c'est aussi un domaine d'imagerie où on peut quantitativement voir les progrès qui sont phénoménaux. Ici, ce sont des exemples d'élastogramme, donc de cartographie de la dureté du foie chez des patients différents qui présentent successivement ici un foie sain jusqu'à un foie tout à fait dur. Donc vous voyez qu'il faut vraiment comprendre l'imagerie multimodale comme la manière avec laquelle les différents types de données qu'on extrait de ces différentes séquences ou de ces différentes techniques viennent se compléter et se monter les unes sur les autres pour atteindre un niveau d'élaboration individuelle du patient beaucoup plus compliqué. Et puis je voudrais quand même, dans une rapide deuxième partie, vous parler un tout petit peu d'interventionnel parce que c'est aussi le foie un organe qui se prête beaucoup à l'activité interventionnelle en général, thérapeutique, mais aussi radiologique interventionnelle. Je vais prendre l'exemple de la biopsie éco-guidée, qui est un geste extrêmement fréquent, extrêmement banal, et vous savez que ça a énormément d'avantages. Vous savez aussi que ça a un certain nombre de désavantages, notamment parfois la difficulté de voir ce qu'on essaie de biopsier, ou la difficulté de voir notre aiguille, et c'est pour ça que, historiquement parlant, on se détourne souvent de cette biopsie pour aller vers d'autres techniques plus invasives, comme le scanner, qui pourraient permettre de pallier à ces défauts. L'imagerie multimodale, c'est le fait d'utiliser en plus de ce que contient l'image, tout son environnement. Et c'est aussi la morphologie du patient et les outils qui sont à notre disposition. Ce que je vous montre là, c'est un appareil d'échographie qui sait en temps réel où est l'aiguille dans le patient et qui montre sur un trait vert le trajet de l'aiguille. Le N, c'est la pointe de l'aiguille. Alors là, vous voyez, on retrouve finalement une échographie conventionnelle, on suit notre aiguille. Mais étant donné que la machine d'échographie sait en permanence où est l'aiguille, on n'a plus besoin de voir l'aiguille pour savoir où va la machine. Par exemple, ici, je vous montre un exemple où la lésion est bien visible, mais l'aiguille pas du tout. Si vous suivez les couleurs, vous voyez que l'opérateur va placer son point vert sur la lésion, il a piqué n'importe où dans l'abdomen, il n'a même pas besoin de regarder le trajet de l'aiguille, la machine lui dit voilà le trajet que va suivre ton aiguille et voilà où elle va arriver au millimètre près. Il y a des travaux qui montrent qu'on a une précision de l'ordre du millimètre ou de 2 millimètres lorsqu'on fait ça. Ici, je vous montre un autre exemple. Si je peux passer, voilà, c'est aussi encore un autre exemple. Complètement hors du champ, on ne voit pas l'aiguille. Le point vert, c'est le bout. Il suffit de placer le point vert à l'endroit où on veut et tac, on voit apparaître le bout de l'aiguille. Donc c'est quelque chose qui révolutionne complètement la manière de faire et on sait maintenant que, alors ça va un peu contre la fierté de l'expertise, parce que les travaux ont montré qu'un junior ou un senior font exactement la même chose en 2 fois moins de temps. Il y a plus, ça annule l'effet d'expérience ou d'expertise. Alors évidemment, il faut toujours savoir manipuler une sonde d'échographie de l'aiguille, mais quand même. Un autre problème, c'est le fait de ne pas voir ce qu'on fait. Eh bien, c'est pareil. Ça, c'est vraiment un exemple de l'imagerie multimodale intégrée. On est capable de dire à un appareil d'échographie, voilà le scanner du patient, est-ce que tu peux extraire le scanner et coupler l'image scanner sur laquelle je vois la lésion avec l'échographie sur laquelle je ne vois pas la lésion. Et dans ce cas-là, je peux, en appariant les deux examens avec une espèce de petit GPS qui est soit posé sur le patient, soit externe, eh bien on peut coupler les deux et guider ce qu'on ne voit pas parce qu'un autre examen a vu. On peut faire ça évidemment pour des biopsies, et puis on peut même utiliser l'aiguille qui nous sert à ne pas voir comme un compensateur de la respiration du patient, puisque vous savez, je vous ai dit que le foie c'est un organe pénible qui respire. Vous voyez des exemples où c'est soit le senseur externe, soit l'aiguille elle-même qui dit à la machine que le patient ventile comme ci, ventile comme ça, et pallie au défaut de visualisation du radiologue. Ça nécessite un peu de confiance, c'est-à-dire que c'est un peu quand même se jeter dans le vide, on ne voit pas ce qu'on fait, et on fait confiance à la machine. Vous voyez en quoi déjà on a atteint une forme d'intégration précognitive, où on a fait confiance à l'informatique, à des robots et à des machines, pour faire une partie de ce qu'on ne peut pas faire à notre place. Un autre exemple, c'est l'utilisation, par exemple, de l'angiographie 3D, qui est devenue maintenant routine et qui permet d'obtenir des volumes cartographiques vasculaires du foie des patients. Ici, par exemple,
l'exemple d'une femme de 33 ans qui a une hyperplasie des nerfs focales, elle refuse absolument de se faire opérer. On la comprend un peu parce qu'elle est très grosse et que la chirurgie va être peut-être un peu extensive, et elle a lu et elle décide de passer par une première étape de l'embolisation. Eh bien, l'imagerie multimodale, c'est aussi la capacité de pouvoir planifier le traitement, anticiper la manière avec laquelle cette lésion va être vascularisée par telle ou telle pédicule. Et c'est maintenant quelque chose qu'on fait vraiment en routine. Les gestes de traitement intra-artériel passent tous par une phase d'acquisition et de traitement des données individuelles du patient. Ça, c'est vrai pour la radiologie interventionnelle, mais vous savez, c'est très vrai et de plus en plus vrai pour la chirurgie hépatobiliaire, où maintenant, on peut, à partir de données d'imagerie, extraire le volume du foie, l'ensemble de ses rapports vasculaires, la localisation des lésions, etc. Et si on y intègre l'imagerie morphologique et fonctionnelle, alors on peut même prévoir bien la quantité de fonction du foie qui va rester, etc. Ce qui est intéressant dans toutes ces manières de produire de la donnée qui va changer notre manière de faire, c'est que tout repose sur l'acquisition initiale d'imagerie, que ce soit la réalité virtuelle, le big data, la projection holographique, tout ça, ou l'imprimante 3D, tout repose initialement sur l'acquisition de données d'imagerie. Alors on peut les voir comme ça, on peut les projeter les unes sur les autres. Vous voyez ici des images 3D qui sont projetées sur la scopie, de même qu'on peut maintenant imaginer projeter des planifications que vous avez vues sur des lunettes, que porteraient par exemple de chirurgiens ou radiologues interventionnels. On peut éventuellement aussi fusionner les différentes modalités pour évaluer la manière avec laquelle notre traitement a été réalisé. Voilà ce que je voulais faire, voilà le résultat, je compare les deux, la machine me dit c'est bien, elle me donne une note presque. Et puis, voici l'exemple d'un petit carcinome hépatocellulaire de la partie postérieure du foie droit. C'est un patient qui est en attente de liste de transplantation et pour lequel donc il est décidé de faire une chimio-embolisation d'attente. Alors évidemment, je vous montre les images 3D, puisque je vous ai dit que c'était ce qu'on allait faire, avec lesquelles on peut éventuellement identifier un par un les pédicules à traiter, ou alors on peut aussi utiliser des logiciels qui vont nous dire le trajet à suivre entre le bout de notre cathéter et les différents pédicules pour traiter cette tumeur. Ici encore, ce ne sont pas des choses qui sont de l'ordre du prototype, ça c'est des choses que c'est des patients réels que j'ai traités, que je vous montre. Alors pour finir, si j'essaie de résumer et de voir un peu en quoi cette imagerie particulière, multimodale, et intégrée et fonctionnelle nous parle, déjà la première chose c'est que le titre fait extrêmement comme ça, un peu impressionnant, mais en réalité c'est une définition longue de l'imagerie. L'imagerie, c'est l'imagerie multimodale, intégrée et fonctionnelle déjà. Et si on a l'habitude de considérer l'imagerie comme un moyen, je vois que je tape le coude, ça fait un petit... Comme un moyen, on a souvent effectivement le piège de considérer l'imagerie comme un moyen pour voir, un moyen pour planifier, un moyen pour mieux voir les choses. Dans ce cas-là et dans ce cadre-là, on comprend cette imagerie comme voilà, la complémentarité des examens, pour avoir une vision globale du patient, de plus en plus personnalisée, très bien. Je voudrais vous faire, pour conclure, le parallèle avec la monnaie. On a souvent l'impression, on a souvent l'idée que la monnaie, c'est un simple moyen d'échange avec lequel on peut obtenir des biens et des services. Et c'est ce que dit effectivement la tradition économique la plus ancienne, qu'elle soit d'ailleurs libérale ou marxiste, n'importe. En fait, une analyse un peu plus poussée, historique, vous montre que la monnaie, non seulement n'est pas le moyen par lequel on pratique l'échange des objets, mais en réalité définit le cadre même avec lequel on conçoit la manière d'échanger des biens matériels et des services. Et j'ai la conviction que l'imagerie, entendue comme une activité multimodale intégrée et fonctionnelle, n'est pas simplement un moyen pour le médecin d'obtenir de l'information sur ce patient. Je pense que cette manière de faire de l'imagerie définit en réalité plutôt le cadre paradigmatique avec lequel on fait de la médecine aujourd'hui. Et de même que l'examen clinique a pu être historiquement la base de l'activité de la prise en charge du patient, je pense qu'aujourd'hui, la manière avec laquelle on fait de l'imagerie définit la manière avec laquelle on appréhende le patient. C'est-à-dire que ça correspond à véritablement un système de représentation de plus en plus partagé, de plus en plus collectif, mais qui nous impose aussi une certaine façon de voir le patient. Si les cardiologues ont remplacé le stéthoscope par l'échographie, ça n'est pas un hasard. Ça n'est ni déplorable ni pas déplorable, c'est simplement le fait que le paradigme avec lequel on appréhende la médecine diagnostique a changé. Tout à l'heure, on vous disait, nous ne faisons pas de l'histologie, mais nous y arrivons presque. Les anatomopathologistes disent, nous ne faisons pas de la radiologie, mais nous y arrivons presque. En réalité, nous faisons le même métier. Et je ne laisse pas longtemps avant que les deux activités fusionnent au sein de ce qu'on pourrait appeler un département de médecine diagnostique qui intégrerait véritablement la prise en charge de la cellule jusqu'à la fonction, c'est-à-dire du diagnostic jusqu'au pronostic du patient.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'est très impressionnant. Alors, des questions? Xavier, ensuite Richard. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelques exemples de... Nous, on est chirurgiens et on est souvent gênés par les marques positives en chirurgie cardiologique, dans le foie ou dans le rein. Donc, quelles sont les méthodes opératoires qu'on pourrait développer, qui sont dans vos tiroirs, pour justement arriver à voir si on est en marche positive ou pas? Préopératoire. Bon, à peu près, j'allais dire, le seul aujourd'hui qui soit faisable et accessible pour vous, c'est les modalités d'échographie particulières. C'est déjà un petit routine en chirurgie, mais l'utilisation de plus que l'échographie simple, par exemple l'échographie de contraste, c'est déjà une approche, à mon avis, qui est déjà dans les tiroirs et que vous pouvez déjà utiliser. Alors, le problème va être de savoir comment s'assurer qu'on passe au large de cette tumeur. C'est là que c'est difficile. Je suis pas sûr que l'imagerie puisse aujourd'hui, péropératoire, répondre à ça. Elle peut vous donner en particulier dans le foie par exemple, elle peut vous donner des informations parfaitement morphologiques, elle peut vous cartographier des territoires vasculaires, elle peut vous dire si je coupe cette veine ou cette artère, voilà le territoire qui va être amputé, mais elle ne pourra pas encore vous dire jusqu'à quel centimètre ou millimètre au-delà de la tumeur les cellules tumorales par exemple ont envahi. Je voudrais vous féliciter pour cet exposé à la fois scientifique et sur une fin philosophique. Puisque vous avez terminé par l'argent, je vais poser des questions beaucoup plus terre à terre et très pratiques. Moi, je me suis battu depuis des années, si vous voulez, pour qu'on ne demande pas un examen radiologique, mais qu'on demande une imagerie. Et là, je me passe, si vous voulez, du plan du rembourseur, entre guillemets, et du plan de la façon dont on manage une patiente. Et c'est un vrai débat, puisque si vous voulez, actuellement, on sait que les patients doivent d'abord un scanner, puis alors il faut une IRM, et puis non, on va lui faire une échographie. Et donc je prêcherai, si vous voulez, beaucoup pour qu'au niveau des caisses et autres, on dise mais qu'il faut avoir confiance au radiologue, puisque vous savez que c'est un des vrais problèmes, parce qu'il va tout faire et pas tout faire. Donc en fait, moi, mon rêve depuis toujours, c'est je veux une imagerie du sein, je veux une imagerie du foie, et puis c'est monsieur Renaud qui se démerde et qui fait la bonne image pour me donner le diagnostic. Donc, je pose cette question un peu brutalement parce que ça pose une question sur le plan pratique d'une part et sur le plan des caisses et des remboursements d'autre part, parce que vous savez qu'on a critiqué les radiologues souvent de surenchérir. Je crois qu'ils ont le droit maintenant de faire des examens complémentaires et de se faire rembourser, mais je trouve que c'est je ne sais pas quelle est votre opinion, parce que vous êtes universitaire, oui, mais je aussi sur universitaire, non, c'est un vrai sujet. Je partage tout à fait votre point de vue, c'est-à-dire que venir avec une question et demander à ce que le radiologue soit responsable de répondre à cette question selon les modalités qu'il pense être les plus adaptées, c'est une manière très intelligente et très moderne de faire. En pratique, je pense que ça ne se fait pas parce que du côté des radiologues, il y a souvent une volonté de se retrancher pour des raisons de responsabilité, de se retrancher derrière l'avis de ce que vous demandez. Et du point de vue du clinicien, c'est un petit peu difficile de faire ce que vous dites parce que je ne connais pas beaucoup de cliniciens, médecins ou chirurgiens qui seraient capables de déléguer cette autonomie-là au radiologue. Le radiologue, c'est compliqué dans l'histoire de la médecine. C'est quand même... je crois qu'on pourrait faire une histoire de la médecine juste sur une histoire de la manière avec laquelle le radiologue est et ce qu'il représente comme à la fois l'épine dans le pied et en même temps la colonne vertébrale de la manière avec laquelle on fait le diagnostic. C'est pour ça qu'il y a quand même ce rapport toujours un peu amour-haine de ce que le radiologue peut être pour le clinicien, et ça dépend beaucoup des spécialités d'organes. Il y a des spécialités qui sont totalement inféodées à l'imagerie, qui le vivent très mal, comme la neurologie. Il y a des spécialités qui le sont moins, comme par exemple la pathologie abdominale, où finalement il y a beaucoup de travail et assez de travail pour tout le monde, et donc je pense que par exemple là c'est quelque chose, en tout cas ce que vous décrivez, c'est à peu près ce que je vis dans l'hôpital dans lequel je travaille, mais parce que c'est une culture qui a été créée vraiment de long terme, avec des gens très intelligents, à la fois du côté radiologique et du côté chirurgical. Dans le foie, c'est un peu particulier, j'avoue. Beaujon et foie. Voilà, mais je veux dire, je mesure que c'est. Mais ceci étant, je mesure à la fois la rareté de ce genre d'écosystème, mais aussi sa possibilité. Oui, puis il y a le problème financier de la part des caisses. Oui, bien c'est sûr. un problème pas très clair. C'est vrai. Un pacte de remboursement. Pour continuer sur la comparaison monétaire, est-ce qu'on est dans une espèce d'évolution comparable entre l'échange monétaire, la monnaie papier, la monnaie numérique, et éventuellement ce qu'on
développe actuellement de plus en plus là, avec les on-chain, la monnaie virtuelle, hein, les bitcoins, qui vont peut-être permettre de répondre à la question de Richard. C'est-à-dire, c'est une évaluation financière d'un nouveau type qu'il faut faire pour évaluer réellement le coût de ces prises en charge. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. On en est encore loin, mais je pense que c'est effectivement la direction. Bravo pour cet exposé. Je voudrais vous poser la question de l'apport de l'imagerie fonctionnelle hépatique pour l'aide à la caractérisation définitive de l'insuffisance hépatique aiguë. Je pense qu'à Rougon, en plus, c'est quelque chose qui doit vous intéresser. C'est ce qui est assez... je pourrais vous dire qu'on est complètement... on est les mieux placés pour y répondre, et pourtant je pense que ma réponse va être décevante, parce que pour l'instant il n'y en a pas. Et du coup, je pense qu'on n'a encore pas vraiment bien intégré cette fonction hépatique dans le raisonnement avec lequel on prend en charge ces patients. Et on se fie, il faut dire qu'on se fie à des paramètres qui sont très basiques, mais très efficaces. Voilà, le TP, la bilirubine. C'est souvent comme ça, c'est très rustique, mais c'est très, très robuste. Donc il faut vraiment que l'imagerie fonctionnelle, ou la quantification en imagerie, pour qu'elle apporte quelque chose de plus, il faudrait que ce soit nettement supérieur à ça. On n'a pas encore trouvé ça. Donc pour l'instant, je vois dans ma pratique que les chirurgiens en particulier de plus en plus intègrent la fonction hépatique dans la planification de leur traitement, c'est-à-dire qu'ils demandent une évaluation de la fonction hépatique en imagerie avant une intervention, par exemple une hépatectomie majeure. Ils vont avoir besoin de savoir comment se répartit la fonction dans le foie, en fonction des segments. Ça sera deux façons à dire, voilà, si j'enlève cette partie-là, il en reste tant de pourcents. Ça devient franchement routine. Mais dans l'insuffisance hépatique aiguë, j'observe que les hépatologues sont encore relativement loin de ça. Une dernière question. Oui, cette multimodalité-là, on a compris, implique l'arrêt de l'ordonnance au sens strict du terme tel qu'on l'a dit actuellement. Ça implique l'existence de plateaux intégrés. Et ça implique également la notion d'hyperspécialisation des radiologues. Alors comment projettes-tu ça un petit peu dans l'avenir? Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu commences un petit peu à l'appréhender ou pas? Oui, alors, un service d'imagerie, un service de radiologie, c'est déjà une organisation géographique qui intègre différentes modalités. Et ça s'est fait historiquement comme ça, donc ça semble naturel aux radiologues de manipuler l'échographie, le scanner ou l'IRM, voilà. Ce qui est intéressant, c'est par exemple l'existence de la médecine nucléaire comme une discipline d'imagerie, parfaitement d'imagerie, mais totalement séparée, historiquement séparée, bon, pour des raisons qui sont diverses et variées. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a à réintégrer ces deux pôles au sein d'un même département d'imagerie témoigne de la difficulté de ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'effectivement, ça nécessite une intégration en plateau de toutes les techniques et effectivement une hyper spécialisation. Alors, la France n'est pas forcément le pays le mieux placé pour ça. Il y a d'autres exemples en Europe, par exemple en Amérique du Nord, où ils ont des grands départements d'imagerie avec des unités fonctionnelles de radiologie par organe et par pathologie, qui sont des petits groupes qui vont spécifiquement utiliser certaines machines pour répondre aux questions cliniques qui sont les leurs. Alors ça peut être soit des machines partagées, soit pour les mieux lotis d'entre eux, véritablement des groupes de machines qui vont être dédiés à des organes. On n'en est pas encore là. Alors là, Maxime, merci beaucoup. Hein, mais vraiment, vous avez ouvert ici.